Un épisode 7 un peu compliqué pour cette saison 3 de Westworld, mais pas de panique, on va gentiment faire le point sur tout ça. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une nouvelle fois pour la série Westworld, l'épisode 7 de la saison 3. Comme d'habitude, je redirige les nouveaux arrivants sur ma playlist consacrée à mes vidéos précédentes, toujours sur la saison 3 de Westworld, les analyses des épisodes précédents. Et pour ceux qui me connaissent déjà, eh bien, nous allons pouvoir commencer. Bon, je ne vous cache pas que cet épisode 7 était un peu difficile à digérer. J'ai dû mettre pause sur chaque dialogue pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. C'est très déboussolé, très mélangé, mais ne vous en faites pas, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Cet épisode 7 se focalisera sur deux arcs narratifs différents, dont Caleb et Dolores, et Bernard, Stubbs et William. Mais pourtant, l'épisode prend la liberté d'introduire le tout sur Charlotte et le retour de Clémentine, et je dis bravo aux commentaires pour l'avoir remarqué. Et on en reparlera dans la section des commentaires après l'analyse de l'épisode 7. Et comme on peut l'apercevoir, Charlotte est sur le point de trahir ses coéquipiers en tentant gentiment de manipuler Musashi, et c'est quelque chose que j'avais plus ou moins prédit, le fait que les Dolores ne se faisaient pas confiance entre elles à cause du changement de comportement dû à la différentes situations auxquelles ils sont chacun confrontés. Sauf que Charlotte ne va pas rejoindre le camp de Serac, mais probablement trouver un nouveau plan. Cette Charlotte Dolores va donc complètement changer de direction pour prendre quelque chose dont on ne sait pas encore. Et du côté de Bernard, Stubbs et William, nous savons enfin à quoi correspond l'injection de Charlotte Dolores dans le cou de William. Il s'agit en fait d'un virus qui permet de pirater, infiltrer le système de Serac dans le centre de rééducation pour trouver le complexe d'origine. Le complexe où est né Rehoboam, alias Solomon. Je rappelle que Solomon est la première version de Rehoboam, version conçue par les deux frères Serac. Et cette fois-ci, William, de son côté, choisit définitivement le camp des méchants. Et ce que j'appelle le camp des méchants est tout simplement les humains qui veulent détruire les autres. Et William, lui, veut se débarrasser des autres jusqu'au dernier. Et si vous voulez mon avis, je pense que William s'en est terminé. L'épisode 8 final de la saison 3 mettra définitivement fin au personnage de William qui sans doute mourra pour de bon. Et celui-ci est hélas incorrigible et mérite qu'on en finisse. Et en parallèle, on se retrouve au Mexique avec Caleb et Dolores, où ces derniers se retrouvent devant le complexe d'origine des frères Serac, où on peut retrouver l'origine de Rehoboam, Solomon. Dolores explique à Caleb qu'elle veut faire de ce dernier un nouveau meneur et qu'elle compte se servir de cet endroit comme refuge pour les autres. Les deux protagonistes vont donc capturer cet endroit en éliminant en un rien de temps les gardiens, et on y découvre que Caleb était bien déjà venu ici dans ce centre de rééducation d'origine. Et moi qui pensais que le centre de rééducation se trouve William était celui d'origine, eh bien, je me suis trompé, et ça montre qu'il existe dans le monde plusieurs centres de rééducation, justement pour, à la chaîne, corriger les êtres humains dissidents. Une dictature de Serac à l'extrême. Malheureusement, Dolores va devoir se confronter face à Maeve Ninja, plus stylé que jamais, et j'appuie bien sur le malheureusement, car selon moi, ces derniers gaspillent énormément leur énergie pour rien. Ils ont un ennemi commun, mais Maeve est encore manipulée par Serac, et l'action de Charlotte Dolores d'avoir assassiné la perle de Hector ne fera pas revenir Maeve en arrière. Et c'est sur Dolores Manchot qui finit par éteindre les intelligences artificielles du secteur, et cette dernière étant une intelligence artificielle s'écroule avec Maeve, et Caleb lui récupérera une version de Solomon. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est une copie de Solomon. Ce qui lui permettra de conserver tous les plans pour créer une nouvelle révolution. Et maintenant, nous allons pouvoir enfin élucider le point le plus important de cette saison 3, qui est Caleb. Cet épisode va donc recompiler tous les flashbacks qu'on a pu apercevoir subliminalement durant toute la saison. Cette fois-ci, ces derniers vont se concrétiser dans cet épisode 7. Les flashbacks seront cette fois-ci narrés par Aaron Paul,
lors de sa rééducation. Et quelques mots sur des images va cette fois-ci tout changer. Au départ, on nous explique que Caleb traquait des groupes d'insurgés lors d'une guerre civile russe. D'ailleurs, on peut apercevoir qu'il se fait réparer de la même façon qu'un hôte. Alors, je ne dis pas que ça explique qu'il s'agit d'un hôte ou d'un être humain, juste, il me semble que c'est une méthode unique pour réparer les hôtes, et ça m'a fait un peu bizarre de voir ça. Mais il se peut que cet univers soit composé d'une médecine assez avancée pour les êtres humains également. Et enfin, nous saurons que son pote mort s'appelle donc Francis. Et plus tard encore, nous comprendrons que ces fameux troupes d'insurgés sont en fait des gens divergents auxquels Caleb travaillera activement pour les capturer. C'était un soldat qui traquait des gens innocent, divergent. Mais alors pourquoi ce dernier a perdu une partie de sa mémoire? Tout simplement grâce au limbique qu'il avalait en quantité lorsqu'il était soldat et évidemment la thérapie virtuelle dans le centre de rééducation de Serac. On expliquait aux soldats que ces limbiques qu'on avalait permettaient d'effacer les émotions parce que du fait que les soldats ont très longtemps été confrontés à des problèmes, des troubles mentaux à cause du traumatisme de la guerre, ils ont soi-disant inventé ces limbiques pour calmer un peu les émotions et les faire avancer plus facilement dans leur mission. Mais ces limbiques effacent également une partie de la mémoire d'un être humain, ce qui est parfaitement logique car pour effacer des émotions, on est également obligé d'effacer une partie de la mémoire. Caleb a donc complètement oublié ses actions passées. Nous comprendrons également qu'après le service de ce protagoniste, il s'investira pleinement à cette application criminelle, application mystérieuse qu'on peut apercevoir tout le long de la série utilisée par Caleb, et on nous fait bien comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'illégal. Et on apprendra encore dans cet épisode que cette application a justement été créée par le système pour que les délinquants puissent capturer eux-mêmes, et ce de manière à faire diminuer le taux de criminalité. Et autant dire que j'affectionne beaucoup cette idée d'application. C'est un petit peu le fameux débat de est-ce qu'on doit tuer un tueur de la même manière que Dexter. Et cette révélation va donc répondre à beaucoup de questions. Pourquoi la tête de Caleb a été mise à prix sur ce même logiciel alors que celui-ci est censé être illégal? Et surtout, pourquoi Rehoboam a laissé la création de cette application qui n'est pas censée exister dans ce monde où tout est surveillé au millimètre près. Tout simplement parce que c'est Rehoboam lui-même qui a instauré ce système. Et tandis que tout se déroulait comme prévu, enfin à peu près comme prévu, le problème est que Caleb a commencé à poser beaucoup trop de questions lors d'une mission de mercenaire habituelle. Caleb est donc à son tour devenu un sujet de rééducation. Le sujet U454.1. Et d'après Solomon, seul 1 sur 10 des sujets réussissent le fameux test de reconditionnement. Et les 9 autres sont donc cryogénisés dans un coin, un petit peu une sorte de prison, peut-être en pire. Un petit peu comme si on faisait en sorte que les humains dissidents n'existaient plus. Mais ce n'est pas le sort réservé à Caleb, au contraire, celui-ci fera partie des 1 sur 10 à avoir réussi ce fameux test. Les reconditionnés vont donc être placés dans une vie qui semble plus banale. Et en ce qui concerne Caleb, il sera donc devenu ouvrier. Et lors des dernières vidéos, j'avais raison sur un point, le simple fait que, bon déjà Francis n'est pas mort au combat, puisqu'il ne s'agit pas d'un militaire, mais bien d'un mercenaire. Ces protagonistes ont bel et bien fait l'armée, mais ils ont plus tard été mutés en tant que mercenaires, et c'est ce qu'on voit lors des flashbacks. Et c'est la raison pour laquelle je me suis posé la question suivante, pourquoi ils ne sont pas habillés en militaire alors que Caleb lui parlait d'un service militaire? Tout ceci est enfin explicable. Et Francis ne se fera donc jamais tuer par des rivaux, mais bel et bien par Caleb lui-même, en tant que légitime défense. Ces deux personnes avaient donc pour ordre de s'entretuer, ordre du système Rehoboam par l'application illégale. Et le survivant sera donc considéré comme plus apte à être reconditionné plus tard dans le centre de rééducation. Et franchement, on peut se le dire, je peux le dire, les flashbacks montrés lors des précédents épisodes n'étaient vraiment pas facile à deviner. On nous a littéralement retiré le plus d'indices possible pour comprendre qu'est-ce qui se passait en réalité. Et le seul truc que j'avais compris à l'avance est qu'il ne s'agissait bel et bien pas de l'armée, mais bien des mercenaires. Une mission mercenaire qui part en couille, seulement je n'avais pas les éléments suffisants pour comprendre de quoi il pouvait s'agir, puisque le tout a été présenté totalement hors de son contexte. Et je pense pouvoir le dire, la mission de Dolores est terminée. Caleb deviendra le nouveau meneur ou plutôt, selon Bernard, détruira l'humanité. Et on peut très clairement le ressentir vu sa colère à travers son regard lors du cliffhanger final. Dolores a réussi à réveiller le monstre en Caleb tout comme William avait réussi à réveiller
la créature endormie dans Dolores. Et c'est la raison pour laquelle celle-ci se désactive sans scrupule quand elle sait que Caleb a réussi à obtenir les données de Solomon en lui, de manière à posséder les plans de la révolution qui arrive. Je crois qu'on peut le dire, ça va péter. Après bon, d'après certains commentaires que j'ai pu lire sur certaines de mes vidéos, évidemment on n'en a pas encore totalement fini avec le personnage de Dolores, je pense il est très probable que Caleb la réanime. Enfin c'est même quasiment sûr. En tout cas j'ai beaucoup apprécié la partie discussion entre Solomon, Caleb, Dolores, c'était vraiment très stylé, on ressentait une énorme mystification installée très pesante lors de toute cette séquence. Bon, petite précision quelque part, c'est le fameux message caché de Enguerrand Serac destiné à son frère Jean-Mi. Celui-ci est en anglais. Alors, je pense que c'est une incohérence car en vérité, s'il était réellement destiné à son frère, il aurait dû être en français. Personnellement, je me vois mal discuter avec un de mes frères en anglais lors d'une discussion privée. Et bon, après, c'est un petit détail, je sais pas s'il s'agit d'une incohérence ou au contraire si c'est fait exprès. J'ai également aperçu un écho autour de la schizophrénie. Je trouve que la série tourne beaucoup autour de ce sujet. On sait que le frère de Serac était schizophrène et à cause de lui, la machine Solomon, la première version de Rehoboam, était en partie folle, schizophrène également, même si pour ma part je ne l'ai pas vraiment ressenti, je ne sais pas trop en quoi cette machine est censée être folle ou schizophrène. Elle m'a l'air aussi stable que le Rehoboam terminé, mais attendons de le voir à la suite. Nous avons également la mère de Caleb qui, elle, est considérée comme schizophrène. Et ce sont des liens très intéressants à examiner. Caleb devient plus important que prévu, crée des liens avec Solomon, s'entremêle dans les plans de Serac et compte en créer un avec Solomon, la création de son frère schizophrène. Et à côté, nous avons Caleb qui, lui, a comme mère une schizophrène également. On sait que Enguerrand Serac s'est débarrassé de son frère justement à cause de ce problème. La maladie de son frère a engendré une mauvaise version de Rehoboam. Et pourtant, c'est Caleb qui, lui, on va se le dire, a vécu une sorte de schizophrénie artificielle, qui a comme mère une schizophrène, qui vont se confronter contre Serac, Enguerrand Serac, un petit peu comme si ce personnage était confronté à tous ces démons qui étaient représentés sous forme de schizophrénie. Et si Solomon est bien considéré comme une machine folle schizophrène, peut-être que sa partie cachée va donc aider Caleb dans une vraie révolution positive, si ce dernier ne vire pas totalement dans les extrêmes. Et il semblerait presque qu'on nous fasse comprendre lors de cet épisode que le parc Westworld n'est donc pas simplement un parc. Il sert également de test sur le comportement humain, test dont Enguerrand Serac s'appropriera avec plaisir. Et ce, avec beaucoup de pognon. Enfin, en tout cas, cette série nous montre clairement le pouvoir de l'argent. Là maintenant, je sais qu'avec l'argent, je peux faire ce que je veux. Un petit peu comme les milliardaires qui sont au-dessus de nos têtes. Et nous remarquerons dans cette saison 3 que les êtres humains sont en fait traités exactement de la même manière que les hôtes dans le parc Westworld à Delos. On les teste, on les programme, on reconditionne les divergents et on stocke quelque part les insolents. Et je dois dire que je ne pensais vraiment pas que la série allait nous emmener sur ce terrain et franchement ça me rassure. Avant d'entamer la saison 3, je pensais vraiment qu'on allait observer une sorte d'évolution des autres qui allaient dominer le monde et se battre contre les humains uniquement. Mais pas du tout, pas du tout. Au final, on nous montre que tout le monde est piégé. C'est un univers dystopique du début à la fin. Et ça, c'est vachement chouette. Enfin, chouette... J'aimerais pas que ça nous arrive, hein. C'est chouette dans le récit même de Westworld. Et ce procédé nous permet de nous remettre en question sur un monde meilleur, le nouvel ordre mondial. Faut-il vivre enchaîné pour être heureux ou accepter la perversion pour être libre? Westworld nous explique qu'être libre ou être heureux sont bien deux choses différentes, deux choses auxquelles tu dois choisir. Mais comme je vous le disais lors de ma vidéo précédente, je pense qu'il y a une échappatoire, dont Bernard. En vérité, le choix d'être libre ou heureux est un choix stupide imposé par des gens extrémistes. Le meilleur chemin pour moi est le juste milieu. Bon, et comme à chaque fois, j'ai pris le soin de revoir l'épisode précédent avant de commencer cette vidéo, et comme la semaine dernière, je pense avoir fait plutôt bien le tour. Sauf peut-être sur deux points. Tout d'abord, William, au début de l'épisode 6, parle
à nouveau de Dieu. Il revient sur ce sujet autour des dieux et il alimente la théorie du chaos. Finalement, le chaos serait peut-être vu comme une sorte de dieu à part entière et Dolores serait aux commandes de tout ça. Dolores, qui je rappelle, se considère comme un dieu. Autre détail que je n'avais pas remarqué et que j'ai pu comprendre à 8 minutes 40 de l'épisode 6, William subit en vérité une thérapie réservée aux vétérans, dont Caleb. L'implant qu'on colle dans le palais n'est donc conçu que pour les vétérans de guerre. Alors que bien avant ça, je pensais que tout le monde était équipé, tout être humain était équipé de ce genre d'implant justement pour être surveillé en permanence. Je pensais que les informations des humains que collectait Rehoboam venaient de cet implant. Et en fait non, ça sert de thérapie réservée soit aux vétérans, soit aux fous irrécupérables. Donc si vous avez d'autres détails à apporter à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et quand on parle du loup, on va pouvoir enchaîner sur la section de vos commentaires. Pour commencer, nous avons Sandrine Payen qui indique que William n'a plus rien d'autre à faire que de sauver le monde, et peut-être sera allié avec Bernard. Et oui et non, cet épisode nous a plus ou moins montré le tout et son contraire. William a bien l'intention de sauver le monde, mais pas comme on l'imaginait. Il veut détruire les autres jusqu'au dernier, en commençant justement par Bernard et Stubbs. Sandrine Payen nous indique que peut-être la perle de Charlotte Doloreste était à la base Peter Abernathy, raison pour laquelle elle est soi-disant beaucoup plus sensible que la Charlotte originale, voire même beaucoup plus sensible que la Dolores originale. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on puisse écraser une perle, une mémoire d'une perle pour la remplacer par une autre. Je pense que Dolores a juste utilisé des perles toutes neuves pour insérer une copie d'elle-même. Mais après, on est dans un univers de science-fiction et il est probable qu'on puisse créer ce genre de manip. Seulement, la série ne nous l'a pas expliqué. Et même si c'était le cas, je ne pense pas que ça apporterait plus de choses au récit. Soren Sirmaig nous explique que la série Lost, elle aussi, avait instauré ce délire autour de la team des dieux, de la confrontation des dieux versus dieux entre Jacob et la fumée noire. Et ce qui est le cas dans Westworld avec Dolores versus Rehoboam de Serac. Nemomark nous dit dans son commentaire, toujours complet et passionnant ton analyse. Merci, ça fait plaisir à mon ego. Et ajoute que pour lui, la réunion des différentes versions de William est du jamais vu, que ce soit dans un film ou dans une série. Et c'est vrai qu'avec du recul, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça quelque part. Moi qui me considère comme un cinéphile, le seul exemple que j'ai en tête serait peut-être le film Looper, où on voit un jeune homme confronté avec sa version vieux de lui, joué par Bruce Willis, mais après le propos est complètement différent. Atem Alana, lui, nous explique que Dolores conserve les émotions en hommage à Teddy. Teddy, lui, se disait à quoi bon survivre si c'est pour être aussi mauvais qu'eux. Dolores conserve donc toujours une partie empathique en elle, envers Teddy. Eh ouais, Teddy c'était son amoureux. Et ce dernier a découvert que la piqûre injectée dans le cou de William est en fait un traceur, donc je te félicite car oui, c'est le cas. Il s'agissait bien d'un traceur, mais par contre, on ne savait pas qu'il s'agissait d'un virus qui permettait de pirater le système de Serac pour découvrir le complexe d'origine. Atem, Alana et Folken intervient pour me préciser également que le fameux troisième corps mystère qu'on a pu voir se reconstituer dans l'épisode 6 est en fait Clémentine. Et oui, bravo messieurs, car il s'agissait bien de Clémentine. En effet, le numéro qu'on pouvait apercevoir sur la cuve de reconstitution était bel et bien celui de Clémentine qu'on avait déjà vu lors des saisons précédentes. Et vu que je ne me souviens pas de tous les détails des saisons précédentes, je m'en souvenais pas. OST Covers, lui, nous indique qu'on peut apercevoir à 13 minutes de l'épisode 6 un graffiti inversé du labyrinthe des premières saisons de Westworld. Et le fait de montrer ce détail dans le monde réel est une très bonne façon de nous expliquer que les humains sont en fait pris en charge exactement de la même façon que les autres. C'est la même chose mais en inversé. Un monde miroir. Lorenzo, lui, ne comprend pas pourquoi on aperçoit à nouveau les doigts de William complets dans l'épisode 6 lors d'un passage en particulier, la réunion des Williams, tout simplement parce qu'il s'agit d'un indice de réalisateur pour nous indiquer que ce dernier était bel et bien dans une simulation. Et ce n'est pas la première fois dans la série qu'on nous pose quelques indices pour nous indiquer des twists à l'avance. Nash, fidèle à son poste, nous explique que Dolores s'est débrouillée pour faire en sorte que Bernard puisse collaborer avec William.
et ce en les envoyant au centre de rééducation. Et ce pour quelle raison? Eh bien je ne sais pas, peut-être pour faire en sorte que William devienne un garde du corps pour Bernard, mais bon, d'une part l'épisode 7 nous a prouvé le contraire, et d'une autre j'en doute fortement à cause de ses doigts manquant, ce qui est très compliqué pour tirer. Même si on comprend à la fin de l'épisode 7 que ça ne sera pas vraiment un problème pour William d'éliminer ses opposants. Il nous explique également que 4 corps ont été reconstruits et non 3, et ce à quoi je réponds que c'est vrai que sur le tableau de bord on peut apercevoir 4 corps, enfin un corps en plus, mais Serac a clairement souhaité qu'on reconstitue 3 corps en particulier. Alors peut-être que ce 4e invité est le personnage asiatique qu'on peut apercevoir lors de l'introduction de l'épisode 7, personnage que j'ai complètement oublié, donc n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Et Nash faisait partie également des gens dans les commentaires à avoir découvert que le 3e corps était en fait celui des Clémentines. Il nous explique que Serac envoie soit à la guerre les valeurs aberrantes ou l'échange comme Caleb. Et au final, d'après l'épisode 7, on peut comprendre que c'est les deux à la fois. Il nous explique que le voyage de conscience fait écho, comme je le disais tout à l'heure, au voyage de conscience de Dolores qui a embrassé le code caché en elle, celui de Wyatt. Wyatt, qui je rappelle dans la saison 1 a été programmé par Arnold pour tuer tous les autres. Nash a donc compris que Dolores sera le nouveau William pour Caleb qui le fera devenir complètement extrémiste, révélant sa nature cachée. Mandalore et Nash interagissent également sur le fait que pour eux il ne s'agit pas d'une coïncidence si Bernard et Stubbs tombent sur William, car on peut l'apercevoir sur la tablette que Connell se montre à Bernard et Stubbs pour se rendre au centre de rééducation, mais ce à quoi je réponds que sur cette fameuse tablette, il n'y avait marqué nulle part que ces derniers étaient censés trouver William. Il y avait juste le lieu, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'une coïncidence et que ces derniers n'étaient pas forcément censés tomber sur William et encore moins le ramener avec eux. Capflower, oh non pas elle, nous dit très bonne vidéo comme à ton habitude. Ah bah si on prend par les sentiments aussi, hein. Celle-ci nous explique que Charlotte Dolores envoie des données à William. En vérité, elle n'envoie pas des données à William. Elle active juste son marqueur génétique pour non seulement localiser le centre de rééducation, mais on comprendra également dans l'épisode 7 que c'était pour pirater le système de Serac grâce au virus injecté dans les gènes de William. Et Matt Ray, lui, nous dira: et qu'en est-il de la perle de Connells Dolores? Charlotte Dolores a récupéré la perle de Connells, mais est-ce que celle-ci a explosé littéralement dans la voiture? Je vous rappelle que cette perle a survécu à une explosion démentielle dans le bureau de Liam. Il ne sera donc pas étonnant de voir que cette perle a survécu dans l'explosion de la voiture de Charlotte. Mais même si celle-ci a réussi à conserver cette perle, reste à savoir qu'est-ce qu'elle va en faire. Dr. Ford, lui-même, comme d'habitude, nous dit: je n'ai qu'une chose à dire. Anto Alva nous précise que Dolores aurait dû tuer Maeve depuis longtemps si elle l'avait voulu, et que cette dernière fait en sorte de la laisser en vie. Et ce à quoi je réponds que oui, mais quand? Puisque à chaque fois qu'elle compte éliminer Maeve, elle s'en va prise par le temps. On a pu l'apercevoir avec Musashi, mais également avec Charlotte qui n'a eu le temps que de détruire Hector. Je pense tout simplement que Maeve n'est pas forcément une priorité pour Dolores, même si celle-ci va fortement lui mettre des bâtons dans les roues, et on peut l'apercevoir justement dans l'épisode 7. Il pense également que Charlotte va rejoindre le camp de Serac, mais je ne vois pas en quoi Serac pourrait accepter Charlotte dans son camp puisque celle-ci ne lui servirait pas à grand chose. Et surtout, je rappelle que Dolores Charlotte s'est complètement attachée à sa famille explosée dans la voiture, donc ce n'est clairement pas avec Serac qu'elle collabora. En revanche, je pensais, et je le pense toujours grâce à l'épisode 7, elle sera indépendante en créant un nouveau plan de son côté. Seba, lui, remet en question les agissements de Dolores pour nous dire que celle-ci agit de la meilleure façon possible dans son contexte et qu'elle ne se prend pas pour un dieu, alors que si justement elle se prend pour un dieu, elle le dit ouvertement lors du premier épisode de la saison 3. Enfin en tout cas, elle considère les autres de manière générale comme un vrai dieu. Et Antoine Gras pose une théorie sur le fait que Caleb sera celui qui détruira le monde. Et c'est plutôt bien joué de sa part car ça a été plutôt confirmé par Bernard à la fin de l'épisode 7. Les gens dissidents enfermés par Serac sont considérés comme les plus dangereux pour le monde. Et surtout, petit détail qui m'était complètement échappé et qui pourtant est vraiment évident, c'est tout simplement le fait que Hector n'est pas mort. Alors certes, sa perle est détruite par Dolores Charlotte, mais cette dernière avant ça a fait une sauvegarde de tous les autres. Il est donc encore possible pour Maeve de revenir en arrière et de s'allier avec toutes les Dolores
pour se battre contre Serac. Maeve sera donc rassurée d'apprendre qu'Hector est donc bel et bien encore vivant quelque part, et ce grâce à Dolores, et qu'elle a finalement choisi le meilleur plan possible. Je pense avoir fait donc le tour des commentaires, désolé si je n'ai pas cité tout le monde. J'ai eu encore plus de commentaires que la dernière fois, il m'a fallu carrément une après-midi entière pour tout lire, pour bien tout classer, répondre, etc. Mais une fois de plus, ça a été un plaisir de vous lire. Chose à part, en voyant cet épisode, je me suis dit que j'aimerais bien voir un jour un jeu vidéo sur Westworld, du moins sur la partie cyberpunk. Mais je pense que le jeu vidéo cyberpunk 2077 fera amplement le taf. Je rappelle que les producteurs ont eux annoncé qu'ils sont partants pour avancer la série jusqu'à 6 saisons, enfin en tout cas selon la volonté des scénaristes. Et ça sera donc jusqu'au bout que j'irai avec cette chaîne YouTube. Ça sera donc tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Si vous avez d'autres choses à rajouter, si vous avez d'autres théories, des hypothèses, n'hésitez pas à me les inscrire dans les commentaires, je les lirai et j'y répondrai. Et ça sera avec plaisir que je mettrai en avant ce que je trouve pertinent. En attendant l'épisode final pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.